Si vous observez la manière dont les responsables politiques, qui sont des gens intelligents, s'expriment, ils n'émettent pas d'arguments en réalité. Ils reformulent, ils paraphrasent, ils complètent, mais ils n'argumentent pas ou peu. Ou alors, ils argumentent et ils enrobent. C'est-à-dire qu'ils ont un argument très très simple, mais ils ne vont pas le défendre, comme la rhétorique l'enseignerait, pour convaincre. Ils vont l'enrober de manière à le marteler. Ceux qui se réclament de l'antifasciste utilisent des méthodes fascistes. D'ailleurs, c'est probablement les seuls en France. Lorsqu'on pratique des ratonnades, lorsqu'on use de la violence, lorsqu'on a recours à des terminologies intolérantes et à des menaces verbales de manière assumée, ou des menaces physiques, on utilise le répertoire du fascisme. D'autres nous ont expliqué qu'il y avait les bons camarades et les mauvais, qu'il y a les bonnes couleurs de peau et ceux qui doivent porter un péché éternel. Ça ne fonctionne pas comme ça ne pourra pas fonctionner comme ça. Et c'est pour cela qu'il faut se méfier et rejeter ces mauvaises théories. Elles ont échoué par le passé, elles ont fait beaucoup de mal, elles feront encore beaucoup de mal. Bonjour Samy Biassoni, Bonjour. vous avez un doctorat en philosophie et un master donc en sciences cognitives et auteur de livres consacrés au langage. Vous avez publié il y a quelques mois l'Encyclopédie des euphémismes contemporains, un ouvrage collectif réunissant plus de 40 auteurs et vous dénoncez notamment la manipulation de la langue à des fins idéologiques. On peut tous constater en fait une évolution de la langue, une transformation du vocabulaire notamment liée à la pensée politique et à l'idéologie. Mmh, absolument. C'est un des facteurs premiers. Alors, ça provient de différentes raisons. Il y a différentes explications à cela. Une des grandes explications, c'est que parmi les grandes idéologies qui structurent notre temps, il y a ce qu'on appelle le néoprogressisme. On en connaît le versant le plus radical qu'on appelle le wokisme. Le néoprogressisme considère que le réel, le monde dans lequel nous vivons, est un construit. Que les effets de nature, la réalité scientifique des choses, finalement importent moins que ce que l'on fait, ce que l'on énonce et ce que l'on bâtit. C'est ainsi que la théorie du genre est constituée. On décrète par la langue un genre au-delà des réalités biologiques. Et donc ce néoprogressisme, et c'est pour cela qu'il est souvent parfois coupable et qu'il est souvent engagé dans ces processus de manipulation, considère que la langue est un terrain de bataille essentiel d'un point de vue politique, parce que c'est par la langue que l'on fait le monde, que l'on fait la politique. Donc c'est en manipulant, en changeant ce matériau-là, qu'on arrive à avoir une influence sur le réel. Mais c'est un processus qu'on pourrait dire qui a commencé depuis bien longtemps. Quand on prend certains termes, je vais prendre, le terme étranger par exemple, qui est utilisé donc, avant on pouvait parler même de métèque, quand l'origine du mot donc est, hors de la cité, pour les Grecs. Ça a changé en étranger. Après on a dit immigré dans les années 90. Aujourd'hui on dit, migrant et c'est la même chose d'ailleurs aux États-Unis où, on discute sur les termes undocumented, illegal Mmh. aliens. Mmh. Donc c'est intéressant de voir cette, transformation qui s'opère, au fil du temps. Oui, absolument. En fait, c'est ce qu'on appelle là un glissement sémantique. Vous avez la même chose, et celle-là est particulièrement amusante parce qu'on l'a vu sous nos yeux. Il n'y a pas besoin de remonter aussi loin que la Grèce antique. C'est avec le terme de SDF. Vous avez, comme moi, probablement grandi avec SDF comme terme. Mais avant SDF, si vous lisez et consultez la littérature, vous lisez Victor Hugo, on voit des vagabonds, on voit des R. Les vagabonds sont progressivement devenus des clochards. Les clochards sont devenus, à peu près à notre époque, je ne suis plus de votre âge, des SDF. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que les SDF sont devenus, et SDF, c'est un acronyme, c'est un terme technique, ça sert à mettre à distance une réalité. Lorsque vous manipulez des initiales, vous ne manipulez plus d'affect. Donc ça, il y avait une volonté manifeste derrière ce terme. Et ensuite, on est passé à des termes plus récents, là, de ces 2 dernières décennies, qui sont personnes en situation de rue, qui est aujourd'hui utilisé, par exemple, à la mairie de Paris, en situation de rue. Donc vous voyez ce glissement sémantique, il n'est pas neutre, il vient révéler des visions du monde ou des volontés politiques vis-à-vis de faits sociétaux. Et comment on les interprète donc ces volontés politiques? Est-ce que simplement par pudeur, envers la réalité que désigne le terme ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Alors il y a toujours autre chose, c'est jamais monofactoriel les glissements langagiers. Il y a parfois il y a plusieurs explications, disons, recevables, parfois des manipulations strictes et franches. Nous sommes en ce moment dans les débats autour de la question de l'euthanasie. Et vous voyez bien que les deux camps s'affrontent, et ils Mmh. s'affrontent du point de vue argumentatif, mais aussi du point de vue linguistique. Les uns disent
l'aide active à mourir. Et vous voyez d'ailleurs ces personnes, ces associations, presque jamais utiliser le terme d'euthanasie. Les autres, ceux qui condamnent la pratique, utilisent euthanasie, parce que l'euthanasie est beaucoup plus marquée, moralement notamment. Lorsque vous voulez mettre à distance, vous utilisez un terme technique, aide active à mourir, voire même les acronymes, et vous voyez dans le texte de loi, le législateur a fait son choix en réalité. Si vous analysez la langue, vous comprenez que le législateur est plutôt du côté de l'adoption, bien sûr, puisqu'il propose cette loi, et donc il évite les termes trop marqués, trop connotés moralement, parce qu'ils savent que ces termes ont alors pour eux des relents, mais ont des résonances notamment religieuses et qui sont des freins importants à l'adoption. Donc quand vous rendez un sujet technique qui est un sujet moral ou sentimental, vous le rendez plus facile. Donc voilà un exemple. Mais il n'y a pas tout le temps ces raisons-là. Parfois c'est pour mettre à distance un réel qui est jugé difficile. Parfois c'est par pudeur. Parfois c'est carrément pour empêcher un débat de se tenir. Et enfin, ça peut être pour imposer de nouvelles notions, imposer une nouvelle vision du monde. C'est notamment ce que le wokisme pratique beaucoup. C'est intéressant, on essaie de dégager un terme de sa connotation morale, c'est-à-dire du bon sens peut-être, de la façon dont il est interprété par les citoyens. Exactement. C'est exactement ça. En fait, vous avez des mots, les mots sont toujours chargés, ils sont lestés d'une histoire. C'est ce qu'il y a de beau avec la langue. Ce qui ne veut pas dire, contrairement à ceux qui fétichisent la langue, que nous sommes contraints par cette histoire, mais elle fait partie de la vie d'un mot. Et lorsque vous voulez rompre avec un historique de débat, comme c'est le cas pour cette problématique, vous essayez d'imposer un néologisme à la place, un équivalent, si possible technique, pour qu'il ne soit pas chargé d'affect. Donc 2026 et 2027 vont être des années de rendez-vous électoraux donc pour les Français avec les municipales, les présidentielles et les législatives. On va encore assister à un petit ballet de promesses et de belles formules par les candidats. Quel est votre sentiment sur cette période que nous allons vivre? C'est une bonne question. Alors, on peut commencer avec la mairie de Paris. Il y a déjà des éléments de langage qui se structurent. Ceux qui diront que Paris est une ville apaisée diront quelque chose de leur vision du monde. En fait, quand vous regardez, des partis qui ont une certaine ligne politique nationale vont avoir une ligne très différente d'un point de vue local, et ça se voit par le vocabulaire. Elles vont adopter ce qu'elles considèrent être le vocabulaire d'une grande ville, d'une capitale et d'une certaine catégorie de la population. Donc le vocabulaire que vous allez employer va dire beaucoup de vos intentions électorales. Quant aux élections d'une manière plus générale, euh, nous attendons un affrontement, une polarisation extrême. C'est celle de notre vie politique désormais depuis quelques années, depuis le remaniement notamment. La vie politique française n'a jamais été aussi polarisée. Et elle n'est pas bipolarisée, elle est tripolarisée. Avec ce que l'on va qualifier d'extrême gauche, ce que l'on va qualifier d'extrême droite, et ce qui est manifestement l'extrême centre. Les trois ayant un bagage linguistique extrêmement bien marqué. C'est à ce titre-là qu'on peut parler d'extrême. Extrême sans connotation de jugement de valeur. On va être extrême parce que on va évoluer dans un univers mental, un univers argumentatif et un univers linguistique extrêmement visible, extrêmement bien déterminé. Là où des partis qu'on va qualifier, on va dire plus au centre, ils ne sont pas ni plus ni moins républicains pour certains, mais eux vont aller chercher des terminologies d'un côté, aller en user d'autres, alors que lorsque l'on va qualifier d'extrême, dont le centre peut faire partie, nous avons des éléments terminologiques extrêmement bien marqués. On pourrait justement, citer certains termes comme, fasciste, nazi, qu'on entend beaucoup, depuis 10-15 ans. En fait, avant, de mon souvenir, on n'entendait pas autant ce terme-là. Hem, Est-ce qu'avec le langage finalement et on a est-ce qu'il n'y a pas une augmentation de la violence en société qui transite aussi justement par ces termes? Quand on voit aujourd'hui les tensions qu'il y a entre ceux qui veulent combattre le fascisme et les récents drames. Alors, bon, l'antifascisme, c'est par ailleurs un des termes qui ouvre l'encyclopédie des euphémismes contemporains. C'est un paradoxe. Vous voyez, ce terme, ceux qui se réclament de l'antifasciste utilisent des méthodes fascistes. D'ailleurs, c'est probablement les seuls en France. Lorsqu'on pratique des ratonnades, lorsqu'on use de la violence, lorsqu'on a recours à des terminologies intolérantes et à des menaces verbales de manière assumée, ou des menaces physiques, on utilise le répertoire du fascisme. Je ne dis pas que les antifascistes sont fascistes nécessairement. En revanche, ils utilisent des outils du fascisme. Et le deuxième paradoxe, c'est qu'ils qualifient de fascistes des gens qui ne les utilisent pas, voire qui les rejettent. Donc voilà le grand paradoxe. Et c'est très simple en réalité. On a pris ce terme
Et là, c'est un très bon exemple de manipulation langagière. Et en affirmant, en répétant que nous sommes antifascistes, on essaye de gommer nos tendances fascistes, c'est-à-dire les tendances à imposer une vision du monde, tendance à l'intolérance politique. Donc c'est un terme extrêmement intéressant. Alors, vous parliez du masquage de la violence réelle dans la société. Je ne pense pas que la société soit singulièrement plus violente que par le passé. En revanche, il y a des formes de violence qui sont probablement plus spectaculaires. Et il y a des îlots, effectivement, de violence supérieure. Ce qui ne veut pas dire que toute la société, typiquement, le nombre de meurtres dans les sociétés, toutes les sociétés occidentales baisse continuellement depuis la nuit des temps, à l'exception des grandes guerres et de soubresauts très marqués. Euh, donc selon ce qu'on va regarder, on va observer plus ou moins ce phénomène de violence. En revanche, ce qui est nouveau, c'est l'irruption de cette violence à l'Assemblée nationale. Alors, on retrouve des formes qu'on avait dans la Troisième République, donc ce n'est pas tout à fait nouveau, mais c'est nouveau pour des contemporains. On avait une vie politique plutôt policée. Désormais, on accepte des comportements qui sont des comportements qui dégradent la démocratie. Et ces comportements violents passent notamment par l'outrance verbale, qui est une stratégie assumée. Vous voyez, là aussi, la langue a son rôle. C'est ça et en fait avec le langage, enfin, c'est particulièrement prenant je pense ces dernières années, mais on labellise, les choses banales. On parle par exemple de complotisme, d'extrême droite comme vous l'avez dit, fasciste, il y a aussi des termes comme climato-sceptique, réactionnaire, qu'on entend beaucoup. Est-ce que finalement il n'y a pas une dégradation aussi de l'intelligence ou de la façon dont on s'adresse à ces citoyens dont on les considère, enfin en tout cas par les médias et les politiques qui utilisent très, très souvent ces termes? C'est absolument irresponsable. Alors, on n'a pas attendu aujourd'hui pour utiliser le terme de réactionnaire hein, ou de Mmh. fasciste. Si vous regardez ce qui se passait en 68, vous écoutez Sartre vitupérer contre ses ennemis, il utilisait le même langage, avec la même violence. Simplement, aujourd'hui, et là vous le soulignez très justement, ce sont des termes qui sont des termes lourds, extrêmement connotés, graves, euh, qui sont utilisés avec une banalité, au-delà des cercles militants, et effectivement parfois par la presse, qui doit ou qui devrait avoir un rôle plus neutre, qui n'est pas là pour distribuer des bons points ou des mauvais points, pour admonester les uns ou les autres, mais pour apporter des éléments de contradiction, et elle est dans son rôle lorsqu'elle n'est pas d'accord. C'est plutôt ce que je dirais, ce qui peut être choquant, c'est la facilité avec laquelle on recourt à des termes qui sont en fait des termes extrêmement lourds. Pardon, nous ne sommes pas dans une société fasciste. Et même ceux qui sont les plus fascisants de notre société ne sont pas de vrais fascistes. Je parlais de Roland Barthes en ouverture. Roland Barthes, lorsqu'il dit la langue est fasciste, Roland Barthes commence déjà à dériver. Il utilise un terme qui est une hyperbole. L'adjectif fasciste, pas dans son sens politique, mais dans son sens figuré, est une hyperbole. Et il fait d'une hyperbole un usage qui est emphatique. Donc en fait, il fait une double hyperbole. Il dit la langue contrainte de penser, on ne peut pas s'en défaire. Il le fait pour provoquer. Aujourd'hui, on ne le fait pas pour provoquer, on le fait pour condamner, on le fait pour ostraciser. Les termes que vous mentionnez sont des termes qui sont faits pour empêcher le débat. Donc à partir de ce moment-là, lorsqu'on établit ce constat, on a presque tout dit. Dans une démocratie, on n'empêche pas le débat. Et aussi un élément intéressant, par rapport au discours des hommes politiques, c'est qu'on se rend compte, qu'il y a une vraie préparation, oratoire des candidats et on constate que les candidats, quel que soit leur bord, utilisent les mêmes éléments de Ouais. langage, les mêmes intonations. On voit même des vidéos qui mettent, à côté Jordan Bardella ou des personnalités de gauche qui utilisent vraiment les mêmes termes, voire même les mêmes discours. Quand on prend le discours de 2017 de Marine Le Pen qui avait repris, mot pour mot un discours de François Fillon. Est-ce que finalement on a l'impression d'avoir que les candidats sont interchangeables? Et est-ce que ça ne nuit pas aussi à la démocratie, dans une période d'élection? C'est évident. Il y a une fausse croyance et je crois que un des symptômes du malaise démocratique que nous vivons, c'est effectivement celui de la langue et de la communication politique. Si nous ne remédions pas à ce symptôme qui reflète une pathologie un peu plus profonde de la démocratie, ces dysfonctionnements, et je crois même aujourd'hui une inadéquation du système politique, du système institutionnel avec les exigences de notre époque, la démocratie, en tout cas la cinquième, s'effondrera. La communication a son rôle. Effectivement, elle a lissé les discours. Elle empêche l'argumentation réelle, elle l'enferme dans des éléments de langage et dans ce qu'on appelle des discours puits. Si vous observez la manière dont les responsables politiques, qui sont des gens intelligents, s'expriment, ils n'émettent pas d'arguments en réalité. Ils reformulent, ils paraphrasent, ils complètent, mais ils n'argumentent pas ou peu.
Ou alors, ils argumentent et ils enrobent. C'est-à-dire qu'ils ont un argument très très simple, mais ils ne vont pas le défendre, comme la rhétorique l'enseignerait, pour convaincre. Ils vont l'enrober de manière à le marteler. Et ça, c'est extrêmement gênant parce que, encore une fois, c'est un empêchement d'un processus démocratique fondamental qui est celui du dialogue, du débat. Sans le débat, il n'y a pas de démocratie, il faut le répéter. Les spin doctors sont des coupables du malaise démocratique. Vous voyez, et peut-être pour compléter ce point-là, une des ruptures franches qu'apporte ce qu'on va qualifier de réaction populiste, une forme de trumpisme, il y a plusieurs trumpismes, c'est un phénomène très large, et les républicains américains sont un spectre très large. Il y a une composante que Donald Trump incarne assez souvent, le deuxième Trump notamment, celui que nous vivons aujourd'hui, qui est cette forme de réaction simplificatrice. Il a adopté la stratégie aux antipodes. Il dit, puisque vous ne savez plus parler, je vais parler de manière minimaliste. Je vais simplement énoncer les éléments, je vais les asséner, voilà ma stratégie, mais au moins ils sont clairs. Donc vous avez une opposition entre ceux qui diluent à l'extrême et celui qui assèche à l'extrême. Et vous voyez, et ce n'est pas rien. C'est pour ça que ça s'inscrit dans un mouvement de réaction face à une déperdition de la parole politique. Vous le retrouvez chez Orban, vous le retrouvez chez Najib Boukele, vous le retrouvez chez tous les gens qui sont des réformateurs actifs, en disant, vous n'êtes plus capable même de décrire le réel. Vous n'êtes plus capable d'avoir une parole politique qui porte, vous ne faites que la diluer. Nous allons revenir à une forme essentielle de la langue. Je pense que les deux sont dangereuses. Je pense que la langue, elle doit permettre une argumentation, elle doit permettre des développements. Mais ce qu'on observe, c'est véritablement une réaction à une dérive qui était la dérive d'une langue qui n'a plus de force, qui n'a plus de poids, qui n'a plus de capacité à avoir une influence sur le réel. Hem, il y a quelque chose d'intéressant aussi sur Donald Trump, par rapport au terme populiste, hein. Le terme populiste qu'on utilise beaucoup aujourd'hui par certains pour décrire leur adversaire politique. Je me souviens de l'émergence de ce terme en fait en 2016 lors de la première campagne présidentielle de Trump. On disait qu'il y avait soi-disant un électorat sous-éduqué donc dans le centre de l'Amérique qui se laissait séduire, donc flatter par le discours de Trump qui, justement avait ce potentiel de séduire des gens qui finalement étaient peut-être de basse souche ou présentés comme des personnes intellectuellement inférieures aux ceux des grandes villes, qui eux étaient par exemple pro-migrants, les sanctuary cities et cetera. Et on a vraiment eu à ce moment-là une division, profonde qui a commencé en Amérique et qui continue aujourd'hui, avec une polarisation, extrême, avec ce terme populiste, qui a été créé, où finalement, on dit aux gens: «Il faut pas laisser les idiots élire un dirigeant idiot». C'est un petit peu comme ça qu'on l'a présenté. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez ce sentiment peut-être avec cette polarisation qui pourrait aussi exister en France, sur le fait que finalement on est dans le bon camp ou, on a bien compris si on vote pour cette personne, c'est un petit peu ce à quoi on assiste, non? Ce qu'on va qualifier de populisme, sans faire une théorie exhaustive du populisme, mais disons dans ses formes contemporaines, c'est le fait qu'on considère qu'il y a une fracture profonde entre le peuple et ce qu'on va appeler les élites, sans considération de supériorité des uns sur les autres nécessairement. Ce qu'on va appeler une élite, c'est ceux qui vont capter une partie du capital, soit du capital culturel, soit du capital économique, soit du capital politique. Ouais, c'est ça qu'on va appeler une élite. Lorsqu'on considère qu'il y a une fracture et qu'on fait politique sur cette fracture-là, on est populiste. C'est ça qu'on va décrire comme populisme. Parce que, en fait, ce qu'on dit, c'est que il y a une asymétrie, mais cette asymétrie, et ça c'est un marqueur de ce qu'on va qualifier comme le populisme, est défavorable à la majorité. Donc on va se servir de la démocratie pour dire on va rétablir le pouvoir de la majorité face à ceux qui captent. Le paradoxe du populisme, c'est qu'il y a des populismes, il n'y en a pas qu'un seul. On peut dire que le communisme révolutionnaire est populiste. Par ailleurs, il l'est. La France insoumise a une composante populiste extrêmement importante. Et donc c'est cela le marqueur. Donc effectivement, Donald Trump, mais c'est paradoxal, Trump fait lui-même partie de cette élite, dans la mesure où il capte une grande partie du capital économique et du capital social, tout en prenant le parti et en s'adressant directement au peuple, en lui disant, vous avez des élites qui sont, et il le dit mot pour mot, hein, corrompues, inefficaces, il a peut-être raison. Mais en le disant de cette manière-là et en marquant une fracture, il se positionne sur le terrain du populisme. Parce qu'il crée, en fait, il renforce des fractures qui sont réelles, je ne les nie pas, mais il en fait un instrument de conviction politique. Voilà, c'est en ce sens-là qu'on qualifie le trumpisme de partiellement populiste. Il n'est pas que populiste, il est plus complexe que cela.
Et est-ce qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter en tout cas sur, enfin je reviens sur l'aspect de la polarisation. Et quand on lit, par exemple 1984 de George Orwell, on se rend compte de l'importance de la langue pour, diviser, semer la discorde même au sein du noyau familial et des communautés, enfin de l'individu par rapport à sa famille, à sa communauté. Est-ce qu'aujourd'hui avec autant de termes valises qui sont utilisés comme pour matraquer finalement les gens, pour leur indiquer la bonne direction, est-ce qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter? Ah si, c'est pour cela que j'ai souhaité, diriger cet ouvrage qui est l'encyclopédie des euphémismes contemporains. Vous savez, vous le mentionniez dans votre introduction, nous avons repris, j'ai demandé à une quarantaine d'auteurs de travailler une cinquantaine de termes. Ces termes n'ont pas été choisis au hasard, ces termes structurent le débat contemporain, en France, tout du moins. Ce sont des termes qui sont difficiles dans le débat, qui sont des points d'achoppement du débat, si je puis dire, extrêmement marqués idéologiquement, extrêmement manipulés. En réalité, j'ai une liste bien plus large que ça. Donc, j'ai de quoi écrire le tome 2, le tome 3, le tome 4, j'ai 300 termes. Et ces 300 termes sont des points de passage obligatoires en politique. Donc, c'est très gênant. Ce que je suis en train de dire, c'est que le débat politique, en réalité, se structure autour d'un ensemble de termes très nombreux qui ne sont pas acceptés quant à leur signification, qui sont manipulés et transformés en permanence, qui sont comme des balles de ping-pong qu'on se renverrait. Mais le problème, c'est que lorsque vous voulez débattre, mais que vous ne partagez pas la terminologie, vous ne pouvez pas débattre. Si vous évoluez sur un terrain qui lui-même évolue, vous n'avancez pas correctement. Donc voilà pourquoi il faut se soucier de la forme de la langue. Voilà pourquoi il faut être extrêmement conscient des enjeux sémantiques de notre temps. Pardon, vous le disiez aussi avec Orwell, ce qui est inquiétant d'une certaine manière, c'est que contrairement aux manipulations passées de la langue, elles sont bien connues, hein. Ce sont celles des soviétiques. Les bolcheviks, première chose qu'ils ont fait après leur prise, après la révolution bolchevique, c'est de changer la langue. Il y avait les camarades et les autres. C'est pour ça d'ailleurs Orwell s'en est inspiré dans la binarité des termes. Vous étiez un camarade, vous n'en étiez pas un. Mais en réalité, qu'avaient-ils fait, ces bolcheviks? Répliquer ce que les révolutionnaires français avaient fait. De la même manière, vous étiez un révolutionnaire ou vous ne l'étiez pas. Il n'y avait que deux catégories exigibles. Vous êtes un camarade ou vous ne l'êtes pas, dans le langage communiste. La dernière fois qu'on l'a fait massivement, c'était le totalitarisme nazi qui l'a fait, et qui, de la même manière, avait des Untermensch et les autres, il y avait des sous-hommes et des hommes. Alors c'était un peu plus subtil, puisqu'il y avait aussi des Übermensch, mais en réalité, il y avait une dichotomie. Il y avait une race, qui était la race aryenne, et cette race était la race acceptable, et puis il y avait le reste de l'humanité. Vous voyez, on retrouve cette opposition. C'est ce qu'Orwell, en fait, essaie de qualifier. Cet appauvrissement, c'est complètement faux. L'être humain est une constellation d'identité. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas d'identité principale, mais c'est une constellation d'identités, et le réduire soit à son rôle social, soit à sa race, comme le wokisme fait, et je vais y venir, soit à sa condition ethnique, c'est réduire l'être humain, et donc c'est ne plus coller au réel. Et je disais, les totalitarismes l'ont fait, et désormais, qui le fait, c'est le wokisme. Ce n'est pas un totalitarisme au sens politique historique du terme, il n'y a pas de mouvement constitué, mais il n'empêche qu'il adopte des comportements, il a des ambitions, il utilise des outils du totalitarisme. Il n'est pas un totalitarisme, mais un peu comme l'antifascisme n'est pas un fascisme complet, abouti, peut-être même ne se pense-t-il pas comme un fascisme, mais il utilise des outils du fascisme. Le wokisme utilise des outils langagiers de totalitarisme de manière extrêmement troublante. Comme vous dites, on assiste vraiment à une réduction de l'individu à des termes, à un appauvrissement, aussi, intellectuel et sur notre façon aussi d'imaginer l'être humain. Bien sûr. Lorsqu'on vous dit finalement l'être humain est structuré comme un genre, une position de couleur et éventuellement une sexualité, vous le réduisez complètement. L'universalisme nous enseigne exactement l'inverse. Je me fiche du genre, je me fiche avec qui vous couchez, et je me fiche de savoir si vous êtes un homme ou une femme. Soyez qui vous avez envie d'être, quelque part. J'essaye de voir des individus et leur potentialité, leur capacité à s'exprimer, à interagir, leur intelligence, leur émotion, au-delà des déterminants. Et en fait, ce contrat-là, qui était le contrat occidental, qui est celui des Lumières, qui est cet esprit qu'on a toujours essayé de cultiver, il est battu en brèche par des gens qui nous expliquent, comme d'autres nous ont expliqué, qu'il y avait les bons camarades et les mauvais, qu'il y a les bonnes couleurs de peau et ceux qui doivent porter un péché éternel. Ça ne fonctionne pas comme ça ne pourra pas fonctionner comme ça.
Et c'est pour cela qu'il faut se méfier et rejeter ces mauvaises théories. Elles ont échoué par le passé, elles ont fait beaucoup de mal, elles feront encore beaucoup de mal. Elles n'aident pas l'acceptation mutuelle, au contraire, elles cristallisent des tensions latentes. Et vous avez déjà en partie répondu, mais quelles sont les médecines, les moyens intellectuels qui peuvent nous permettre de s'armer finalement face, aux faux discours et aux manipulations du langage? Alors, la premier élément de réponse, c'est s'intéresser au sujet. Et le rôle des journalistes est important. La langue ne fait pas florès dans la presse. On ne consacre pas de grands pans à étudier la langue, à en parler. Pourtant, il se joue plusieurs des grands débats sociétaux de notre temps. Donc il est important de s'y intéresser. Euh, on s'y intéresse aussi par les lectures. Je recommande l'encyclopédie, mais il y a d'autres ouvrages intéressants sur le sujet. Et aussi par l'attitude. Être un citoyen conscient, c'est un citoyen qui refuse. C'est un citoyen qui exige, et qui exige de la qualité démocratique, qui ne se satisfait pas. Et surtout, et j'enjoins les spectateurs ici, à ne pas renoncer. Ne pas dire, mais oui, mais c'est ainsi, je suis né, Mitterrand utilisait déjà la langue de bois, on n'y peut rien. On y peut. On y peut en ne tolérant pas que le maire de sa ville, dans une réunion publique, ne réponde pas, utilise des procédés rhétoriques dilatoires. On le peut en critiquant, non pas systématiquement sur des positions, des postures sur les réseaux sociaux qui sont des postures faciles, mais en entrant un peu dans le détail des choses, en étant un peu plus exigeant. Je vous garantis qu'on peut avoir une démocratie plus mature. Aujourd'hui, je crois qu'on se complaît en étant de grands enfants, en disant bah, finalement, si personne n'arrive à se comporter, ne nous comportons pas avec beaucoup plus d'exigence vis-à-vis de nous-mêmes. Je parle en tant que citoyen, hein, bien sûr. Il est temps désormais, les Français sont intelligents, que les citoyens aient une exigence et une estime d'eux-mêmes peut-être un peu supérieure et qu'ils ne s'abaissent pas à l'offre qu'on leur propose. Et pour conclure, est-ce qu'il y a un point sur lequel vous souhaiteriez, revenir? Euh, Peut-être un point léger, on a parlé de sémantique ici, donc des mots, de leur sens. J'avais abordé dans Malaise dans la langue française, qui était mon ouvrage précédent, la grammaire, la syntaxe. En fait, lorsqu'on manipule la langue, ou lorsqu'on ambitionne de faire évoluer la langue, on utilise les deux registres. Les mots, c'est-à-dire on crée des mots, on en fait changer le sens, on a donné quelques exemples, mais aussi la grammaire, la manière dont on forme la langue. C'était notamment le fameux point médian. C'est l'accord de proximité, c'était les demandes qui émanaient notamment de la théorie dite du genre. Mmh. Il faut être conscient des deux. Ce n'est pas neutre lorsque l'on met un point au milieu d'un mot, ce n'est pas neutre lorsqu'on ajoute un X pour marquer le genre du neutre, c'est qu'on est déjà en train d'installer une vision totale du monde. Et donc ça doit être pour un citoyen averti des signaux d'alerte. Et je voudrais conclure sur un point, la langue et les langues ne sont pas des carcans. Les langues, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire penser, les langues sont des éléments, des facteurs libératoires. C'est par la langue telle qu'elle est. Une langue n'est pas sexiste. Une langue ne peut pas être discriminatoire. Ça ne veut rien dire. Une langue est un matériau. Et un matériau, on en fait ce que l'on en veut. Et en l'occurrence, c'est le discours qui doit primer. Donc plutôt que de s'écharper à l'infini sur la langue telle qu'elle est, on doit prendre le temps de l'argumentation. La langue a permis tous les progrès sociaux. Et d'ailleurs, toutes les langues ont permis tous les progrès sociaux. Vous savez, on a de nombreuses langues qui n'ont pas de marquage de genre, le turc par exemple, ou le khmer. Il n'y a absolument aucun progrès social pour la femme dans ces langues-là. Ce sont des sociétés qui sont pour le coup très patriarcales et qui continuent à l'être, alors qu'elles n'ont même pas de marquage de genre. Et on a des langues extrêmement marquées qui sont les sociétés les plus progressistes et les plus avancées en matière de droit. Il n'y a aucune corrélation entre les deux, c'est un mensonge organisé, ou une erreur de raisonnement. La langue doit être prise pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un instrument qui nous permet de débattre, un instrument de compréhension et d'acceptation mutuelle. Merci beaucoup, Samy Biassoni d'avoir accepté notre entretien. Merci à vous.